à Thierry Bonnet qui a bien voulu donc cette fois jouer le rôle d'un des co-arbitres en l'absence de Cyril Nourissa. Alors, écoutez Thierry, allez-y parce que vous avez déjà fait quelques commentaires par écrit, j'allais dire, pendant le déroulé de la simulation. En effet. Non, mais voilà, deux choses sur le déroulement de l'audience. D'abord, donc, on est parti de l'hypothèse que l'expert, qui a d'ailleurs remarquablement improvisé un rapport, j'étais impressionné, que l'expert avait été désigné par le tribunal. Donc, nous ne sommes pas dans la configuration où chaque partie présente son expert et on confronte les experts au cours de l'audience. Donc c'est un expert qui est désigné par le tribunal et qui présente oralement ses conclusions. La première remarque qui vient à l'esprit, c'est que le tribunal ne doit pas être aussi prépondérant, aussi directif. C'est tout le contraire même. Ce sont d'abord les avocats qui ont la parole. Et du reste, dans la conférence préparatoire à l'audience, on se met d'accord sur le temps de parole, sur l'ordre des questions, sur les modalités d'interrogatoire et de contre-interrogatoire, et notamment, si vous voulez, la partie de Andrés, dont le rapport doit la préoccuper, puisque quand même on arrive à des sommes de 550 000 euros, plus 500 000, plus 300 000. L'objectif lors de cette audience, c'est de déstabiliser au maximum l'expert pour essayer de relire son rapport. Et c'est vraiment les parties qui ont la maîtrise, et leurs avocats qui ont la maîtrise là de la discussion. Donc le tribunal, le président, évidemment, on le prévoit en pratique, les arbitres, alors les co-arbitres en principe passent par le président, mais le tribunal se réserve bien sûr de poser des questions, mais pas à ce point-là, parce qu'après je plaignais beaucoup les avocats, à la fin je disais mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire? Alors ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, à la fin d'une audience comme celle-ci, bien sûr, il faut ne pas oublier d'inviter les parties, selon un calendrier à négocier, à déposer chacune des mémoires sur les conclusions de l'expertise. Un va le démolir, l'autre va en demander l'homologation, si on veut schématiser, mais ça c'est très important, c'est-à-dire qu'avant la prochaine audience, il faudra que les parties aient pu déposer des mémoires et argumenter sur tout ce qui se sera passé au cours de cette audience. Voilà. Bien, alors... Merci. Oui, je vais compléter ce que vient de dire Thierry Bonnet, qui était évidemment très pertinent. Ça manquait beaucoup de, j'allais dire, de contradictions et de discussions sur les conclusions de l'expert, que bon, on peut imaginer que les demandeurs n'aient pas grand-chose à en dire, les défendeurs... oui, il faut plus de mordants, il faut essayer comme disait Thierry Bonnet, déstabiliser l'expert, c'est de discuter ses conclusions. Alors autant Thierry Bonnet a tout à fait raison de dire que le tribunal a finalement posé trop de questions, ce qui en laissait pas beaucoup aux parties. Mais une question que le tribunal aurait pu poser, puisque ça aurait éclairé tout le monde, et surtout ceux qui étaient extérieurs, à l'expert, c'était comment s'est déroulée l'expertise et quelles étaient notamment les demandes initiales. Est-ce que les demandeurs ont, en clair ou en d'autres termes, est-ce que le rapport des conclusions de l'expert satisfont complètement les demandes qui étaient présentées? Est-ce qu'il y a eu des discussions? Comment s'est déroulé le débat contradictoire qui doit nécessairement avoir lieu? N'imaginez pas qu'un expert est quelqu'un qui travaille, dans ce cadre-là, naturellement, qui travaille tout seul dans son bureau. Il doit réunir les parties, il doit discuter avec elles. C'est un peu comme une expertise judiciaire. Et le respect du contradictoire et les échanges entre les parties devant l'expert, avant de l'être devant le tribunal, sont tout à fait essentiels. Une autre remarque, qui est à moitié une plaisanterie,
j'ai entendu l'éminent expert dire qu'il n'y avait pas de responsabilité de la part de la société allemande. Donc, l'ancien magistrat et l'arbitre ne peut que faire deux réflexions. La première, c'est de bondir. Au juge, c'est au tribunal, c'est à l'arbitre d'apprécier la responsabilité et pas à l'expert. Et j'ajoute quand même que le juge, à savoir le tribunal ou l'arbitre, est quand même bien content que l'expert le dise. Mais, parce que ça facilite beaucoup sa tâche, c'est une remarque accessoire, mais puisqu'on est dans un cadre pédagogique, c'est pas parce qu'un expert dit, on peut discuter les chiffres, le chiffrage d'un expert et son appréciation, mais c'est surtout pas parce qu'un expert donne une appréciation sur la responsabilité d'une des parties qu'on n'a pas le droit, encore plus que sur les chiffres, de le discuter fortement devant le tribunal. C'est à lui d'apprécier. Voilà les deux remarques. J'adhère complètement à toutes celles qu'a fait Thierry Bonnet. Mais je dirais que cet exercice aujourd'hui était peut-être encore plus difficile que pour les étudiants que la semaine dernière. Puis-je me permettre... Merci beaucoup. Bien sûr, je vais vous passer la parole Thierry, juste peut-être deux remarques. Alors, une purement technique, en effet, vous pouvez utiliser les flèches gauche, droite, avant, arrière de votre clavier pour éventuellement vous retourner, vous rapprocher de moi, ce qui sera en effet peut-être plus simple pour suivre les commentaires que vous faites. La deuxième chose, suite à ce que disait Henri-Jacques Nougin, en effet, je crois que dans le chat, c'est Annie-Claude Demang qui a mentionné justement à un moment un petit peu son étonnement sur le fait que l'expert se livrait à des conclusions sur le fond finalement et à des appréciations d'ordre juridique en soulevant le fait que si on suivait la procédure prévue par le Code de procédure civile, l'expert ne devait pas tirer de conclusions juridiques. Il me semble que c'est vous, Annie-Claude, qui avez mentionné ces éléments. Ah oui, tout à fait. Enfin, est-ce qu'on m'entend ? Oui, très bien. Voilà, je repasse la parole à Thierry Bonnet, pardon. Non, je crois que c'est Philippe Beau qui voulait parler. Voilà, Philippe, bien sûr, ça va. Je voulais juste faire ces deux remarques avant, bien sûr, de vous demander votre point de vue à vous sur ce qui s'est passé. Voilà, alors en effet, le président arbitral a tout à fait raison de rappeler que l'expert ne travaille pas dans son cabinet. J'ai précisé d'ailleurs peut-être un peu hâtivement le déroulement de l'expertise en disant que nous avons eu 2 réunions techniques et que j'ai reçu un dire de chacune des parties. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que j'ai présenté mon pré-rapport devant le tribunal arbitral et bien entendu que chaque partie aura la possibilité d'établir un dire récapitulatif avant que j'établisse mon rapport définitif. En ce qui concerne la très pertinente remarque du président Nougin sur le fait que l'expert n'a pas à qualifier les responsabilités des parties. En l'occurrence, je suis parti du principe, c'est pour ma défense que je dis ça, hein. Je suis pas très clair là-dessus, je suis d'accord, mais... je suis parti du principe que dans la mission que le tribunal arbitral m'a confiée, il s'agissait effectivement de déterminer les manquements de chacune des parties. Voilà, donc si j'ai pris le terme de responsabilité, c'est un abus de langage, j'aurais dû parler de manquement, et au cas particulier, j'ai estimé que la société Brown n'avait pas commis de manquement particulier. Non, mais Philippe, ma remarque n'est avec un but pédagogique. Non, mais bien sûr, c'est bien. Je le sais bien. Mais en effet, quelquefois, les tribunaux nous demandent de dire les responsabilités. On ne peut pas, on s'en garde bien, on peut parler de manquement, comme d'ailleurs le rapport que j'ai anonymisé, d'ailleurs pas complètement, et que Gérald vous a fait passer, où le tribunal me demandait de fixer les responsabilités. J'ai dit que j'en étais incapable, si vous le relisez, et que en revanche, j'ai fait la liste de tous les manquements de chacune des 2 parties. Ce qui a permis au tribunal, et d'ailleurs mon rapport a été entériné totalement par la Cour d'appel, ce qui a permis à la Cour, effectivement, de préciser les responsabilités de chacun.
Merci. Au-delà de cet aspect, quel a été votre sentiment, indépendamment, je vais dire, des questions de fond, qui étaient en effet complexes, puisque, en plus, on n'avait pas forcément, en effet, des éléments antérieurs, donc il y avait une part d'invention du fond de la matière, mais vraiment sur la manière dont ça s'est déroulé, l'ambiance, les prises de parole, les répartitions de parole, etc. Alors moi, quel a été votre sentiment? Oui, j'ai trouvé ça beaucoup plus abouti que la dernière fois. J'ai eu le sentiment que les gens étaient mieux dans leur rôle, étaient plus à l'aise, etc. Je ne parle pas du fond, c'est compliqué. Mais dans la présentation des choses, sauf peut-être c'est difficile dans ce cadre virtuel, que le président du tribunal était très présent. Alors, Thierry, allez-y. Oui, non, c'était simplement pour dire que dans un arbitrage, de surcroît ici international entre les parties allemandes et les parties françaises, il faut s'éloigner, il faut se sortir de l'esprit, les références que nous avons du tribunal, j'allais dire proprement judiciaire, étatique. C'est-à-dire que l'expert, effectivement, dans notre système judiciaire à nous, il est nommé par le tribunal. L'expert est soumis aux règles du code de procédure civile. Il doit donc respecter le contradictoire dans le cadre de ses opérations, et c'est la raison pour laquelle les parties font des dires auxquels l'expert est obligé de répondre en les annexant à son rapport définitif. Et lorsque le rapport d'expertise est déposé, il est simplement déposé au greffe. Et on considère que tout a été dit dans ce rapport d'expertise, puisqu'il y a également les dires écrits des parties avec les réponses de l'expert. Et donc ensuite, les avocats et les parties, devant le tribunal, vont simplement déposer des conclusions et vont se retrouver uniquement au moment de l'audience de plaidoirie pour, j'allais dire, improviser le discours, la rhétorique la plus adaptée pour essayer de tirer le meilleur parti du rapport d'expertise. Dans un arbitrage, ça ne marche pas comme ça. Généralement, l'expert n'est nommé par le tribunal que si il n'arrive pas à être suffisamment éclairé par les experts. Henri Jacques, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Les experts des parties sont des témoins. Hein, il ne faut pas oublier ça. Les experts comparaissent comme des témoins. Et ils sont bousculés, interrogés, contre-interrogés, comme n'importe quel autre témoin. Donc la phase orale est extrêmement importante. Elle est plus importante que devant le juge étatique, en tout cas de culture processuelle française, hein, dans un système inquisitorial. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, cette audience peut durer d'une part assez longtemps et ensuite doit impérativement donner lieu à des échanges d'écriture. C'est presque l'inverse que ce à quoi on est habitué, c'est-à-dire que les dires à experts précèdent les conclusions et le jugement. Là, c'est précisément pas l'inverse, mais c'est très différent. J'espère que je vous fais comprendre, parce que l'intérêt de cette simulation, c'est vraiment d'aborder, à mon avis, la pratique dans la vraie vie de l'arbitrage et voir pour nos étudiants quelles sont les différences de rite, justement. Non, tout à fait, merci. Alors, peut-être justement, je reviendrai vers vous, Philippe, ensuite, mais il serait intéressant d'avoir le sentiment de celles et ceux qui ont participé directement aujourd'hui dans les différents rôles, en tant qu'arbitre ou avocat. Quel a été un petit peu votre sentiment? Henri-Jacques nous a indiqué qu'il vous sentait plus à l'aise aujourd'hui. Est-ce que ça a été le cas? Voilà, quel est votre ressenti sur tout cela? Moi, en tant qu'arbitre, je pense que oui, en effet, on a tous été un peu plus à l'aise parce qu'on s'est un peu mis dans le... Enfin, la première séance, c'est un peu difficile de se mettre dans le bain, j'ai envie de dire. Après, en ce qui concerne, je pense vraiment les reproches qui ont été faits aux arbitres, enfin les conseils, pour nous, on s'est vraiment posé, on a un peu bossé ensemble en amont et on s'est un peu posé la question, si on ne pose pas des questions un peu sur le fond, un peu plus poussées, qu'est-ce qu'on peut dire? On avait peur qu'on est quand même on était 4 étudiants pour faire ce rôle-là, on avait peur que ce soit un peu trop, qu'on n'ait pas grand-chose à dire ou qu'au final ce soit un peu
plat, entre guillemets. D'où la difficulté après peut-être pour les avocats, mais c'est vrai que pour nous, on ne savait pas trop dans quelle direction on devait poser nos questions. Si ça devait être précis, pas précis, sur les faits, sur que la procédure. Donc voilà. Alors justement, c'est peut-être l'occasion de repasser la parole, peut-être justement à Philippe, plus sur par rapport à ce que vous avez vécu là et ce dont vous avez l'habitude lorsque vous êtes entendu devant un tribunal arbitral en tant qu'expert. Est-ce que les choses se déroulent plutôt de cette manière-là ou est-ce qu'au contraire, habituellement, justement, notamment les arbitres sont plus en recul et laissent plus les avocats mener les choses et vous êtes plus en prise directe avec les avocats qu'avec les arbitres? Est-ce que là, c'était ressemblant ou est-ce que vous avez aussi, vous, ce sentiment que vous avez trop longtemps été amené à être en discussion avec les arbitres eux-mêmes? Pensez bien à activer votre micro. Hein. Oui. J'ai trouvé que la séance était très crédible. Il est évident que les avocats ont sans doute souffert d'être parachutés, entre guillemets, devant ce tribunal sans pour autant avoir subi précisément ces deux réunions contradictoires que j'ai évoquées et sans avoir eux-mêmes rédigé les dires que j'ai évoqués également. Donc c'est sûr qu'ils étaient moins dans la matière que dans la vraie vie. Là. Donc ils avaient peut-être moins d'arguments, ils ont reçu mon pré-rapport peut-être un peu abasourdi. Voilà. Sinon, il est évident que devant un juge étatique, l'expert est beaucoup moins sollicité. Pour ainsi dire, il n'est même jamais convié à présenter ses conclusions devant le juge. C'est rarissime. Je crois que c'est arrivé une fois dans plus de 120 expertises d'être convoqué par le juge pour m'expliquer. Devant un tribunal arbitral, c'est plus vivant, effectivement. On est plus soumis au flot des questions. Il m'est arrivé une fois même d'être pratiquement presque comme devant un barrister, et vous savez combien on se sent tout petit devant un barrister. Et j'ai même une fois, en prévention, établi une liste de 55 questions. C'était assez compliqué, c'était une affaire assez compliquée, où il y avait plusieurs parties, c'est une affaire immobilière complexe. Et j'avais établi un questionnaire de 55 questions que j'avais envoyé à toutes les parties du litige. Et chacun m'avait répondu. Et j'avais essayé de faire une synthèse de tout ça. Et je crois que ça avait été utile parce que ça avait permis d'éviter des débats un peu compliqués devant le tribunal. Mais c'est évidemment plus vivant devant un tribunal arbitral que devant un juge étatique, encore une fois, qui ne nous convie jamais. Mais j'ai trouvé la séance très crédible. Oui, je vais rajouter quelque chose. Il ne faut pas oublier que le débat est un débat contradictoire. Le tribunal arbitral, il est là pour trancher in fine. Et le jeu, c'est quand même que les parties exposent devant le tribunal leurs arguments, y compris autour du rapport d'expert, avec l'interrogation de l'expert. Hein. Donc, tout ça est fait pour apprendre, justement. Hein. Ça rejoint la remarque que tout le monde a faite, la trop grande présence dans l'interrogation du tribunal arbitral. À la limite, le tribunal arbitral ne devrait intervenir que pour éclaircir les points que, malgré les échanges qui ont lieu devant lui, il ne comprend pas ou qu'il reste obscur. Il a d'autant plus intérêt à le faire que plus un tribunal s'exprime dans ce genre de circonstances, plus il risque dans son expression de laisser imaginer quelle peut être son inclinaison. C'est parfois très difficile, hein, dans un débat, de masquer complètement le sentiment qu'on a, voilà, même à travers de simples questions. Donc, par prudence, mais aussi par respect de ce que doit être le jeu du débat contradictoire devant la juridiction, arbitrale en l'espèce, le tribunal doit être effectivement plus en retrait qu'il ne l'a été ce soir.
je crois que là, vous répondez indirectement à l'inquiétude qu'exprimait Claire. Hein. Finalement, les arbitres et le tribunal n'a pas à avoir cette inquiétude de finalement ne pas avoir beaucoup de choses à dire. Finalement, si le débat se passe bien avec les avocats, il n'y a pas de problème. Ça peut être complètement éclairant et ils peuvent ne rien avoir à dire du tout. Alors, d'autres remarques ou d'autres retours, que ce soit des étudiants, des experts, les autres étudiants là qui ont participé J'ajouterais quelque chose. On doit, évidemment, les partis doivent du respect à tout le monde se respecte. Mais il ne faut pas que, et Philippe va très bien comprendre ce que je vais dire, il ne faut pas que les partis, que les avocats abordent ces problèmes, ces discussions autour de l'expertise, avec la crainte de froisser l'expert ou de le gêner. L'expert, c'est pas quelqu'un au-dessus de tout le monde et qui détient forcément la vérité. L'expert, il donne son opinion de technicien le plus honnêtement possible, mais ça peut se contester, et je peux en témoigner, ça se conteste parfois de manière forte, respectueuse, mais forte et virulente. Le rôle des avocats, c'est quand même de défendre leurs clients. Hein. Faut pas jamais oublier ça. Hein. Et s'il faut contester l'expert et dire que l'expert raconte n'importe quoi, à condition d'avoir des arguments pour le faire, il ne faut pas hésiter à le faire. Hein. C'est au juge, à l'arbitre à apprécier. Hein. Tout à fait d'accord. Hein. Alors, il y a du respect, on doit avoir du respect vis-à-vis de l'expert, comme tout le monde doit se respecter. Il n'y a pas de révérence particulière à avoir vis-à-vis de l'expert, quel qu'il soit. Oui, absolument. Je me permets de citer cette belle phrase de Paul Valéry. Hein, l'expert, c'est celui qui côtoie Dieu dans la globalité et qui débusque le diable jusque dans les détails. Alors, du coup, c'est vrai qu'il faut passer de l'un à l'autre en permanence. Mais on doute sans arrêt dans nos conclusions. Hein, et très souvent, d'ailleurs, dans combien d'expertises, j'ai une nouvelle pièce qui va changer complètement la chronologie des faits et du coup me donner une vision à 180 degrés du litige. Et donc, on est en perpétuelle recherche de la vérité hein, dans une expertise. On n'est jamais certain tout à fait hein, de nos conclusions. Alors, on essaye évidemment de les étayer. Hein, en général, on y arrive. Mais c'est vrai que nos rapports doivent être... Voilà, nos rapports, nos conclusions sont faites pour être, sinon contredites, en tout cas contestées. Pour bien faire comprendre ce que doit être le rôle de l'avocat, vous avez des situations dans lesquelles le rapport d'expertise est complètement défavorable. Et complètement défavorable à votre client. Où l'expert, en toute bonne foi, avec toute sa conscience, adhère parfaitement à toutes les demandes adverses. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas arriver devant le tribunal en disant écoutez, j'ai rien à dire parce que l'expert, il est super. Et il va falloir trouver quelque chose. Hein. Il va falloir essayer, pas raconter n'importe quoi, mais il va falloir essayer de trouver, parfois c'est très difficile si l'expertise a bien été faite, si l'expert a de qualité. Enfin, le rôle de l'avocat, c'est quand même d'essayer de défendre son client. Et il y a toujours dans un raisonnement, alors surtout, si vous voulez, dans des dossiers techniques comme celui qu'on évoque ce soir, dans les expertises économiques, financières, il y a toujours des failles. Alors, ce serait trop compliqué ou des points faibles ou des incertitudes. Bon, le rôle de l'avocat, ça va être, Philippe Beau vous dit, moi je calcule la marge sur tel et tel élément. Et il faut aller, vous avez les éléments pour le faire ce soir. Mais après, il faut aller discuter la marge. Ça suppose d'ailleurs, il ne faut pas se tromper, hein, ça suppose d'ailleurs de la part de l'avocat des compétences techniques qui, sans être celles d'un expert, sont poussées. Hein. Ou alors, ça suppose que l'avocat fasse l'expertise qu'a diligenté
le tribunal arbitral se fasse assister lui-même de son propre expert qui va essayer techniquement de démonter le travail de l'expert qui a été désigné. Raison pour laquelle, si je peux me permettre, la plupart du temps dans les arbitrages, les experts ne sont pas nommés par le tribunal arbitral, mais sont par les parties. C'est la raison pour laquelle le contradictoire se fait à l'audience par effectivement la confrontation des deux experts, parce que ce qui est intéressant, enfin ce que je trouve plaisant dans l'arbitrage, c'est qu'on est à la recherche de la vérité, non seulement technique et financière avec l'expert, mais également la vérité dans le litige lui-même. Et ça, c'est fondamentalement différent quand même que ce que l'on peut essayer d'obtenir devant un juge étatique. Voilà. C'est pour ça que le contradictoire est important à l'audience. Et vraiment, c'est à la dernière limite qu'on se résigne à désigner nous-mêmes un expert, parce que, en principe, de la confrontation, on met la lumière. Quoi. Et les avocats ne plaident jamais, en aucun cas. Ce sont des personnages proactifs qui maîtrisent l'interrogatoire. Et là, nos amis anglo-saxons et même italiens et espagnols ont un avantage sur nous, c'est qu'ils sont dans des procédures accusatoires, donc ils sont beaucoup plus à l'aise pour ce type de prestation que les avocats français. Mais voilà, c'est vraiment très différent la façon d'aborder l'expertise dans un arbitrage. Bien, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres remarques? Bon, écoutez, je crois que nous avons déjà là encore bien avancé cette fois. Merci à tous pour votre présence d'une part. Je remercie donc vivement nos experts une nouvelle fois d'avoir bien voulu être présents avec nous. Alors je ne l'ai pas dit au début puisque nous avons commencé rapidement, mais Cyril Nourissa donc, et Bernard Huguetto s'excusaient de ne pouvoir être présents ce soir. Toutefois, ils nous rejoindront pour la dernière étape, donc d'ici une quinzaine de jours. Alors, attention au micro, on a encore de l'écho, je ne sais pas d'où il vient, merci. Justement, pour dans 15 jours, donc ce sera la dernière étape, l'audience, donc elle se déroulera dans la même salle, on se retrouvera exactement ici. Peut-être simplement, je crois qu'aujourd'hui on a bien compris que dans cette simulation, il y avait une difficulté un petit peu spécifique liée à la matière, qui est celle de l'arbitrage, et qui fait que nous avons voilà, un dossier finalement au sein duquel on n'a pas forcément tous les éléments. À l'instant, Philippe Paul signalait, il disait vous n'avez pas pu lire avant les différents dires, les comptes rendus des rencontres qui ont pu avoir lieu auparavant. Il est évident que vous n'avez pas la possibilité de lire tout un dossier. Bon, peut-être de toute façon ce dossier serait au final très complexe et ça ne vous aiderait pas beaucoup. Donc, il est très important quand même que vous anticipiez bien la préparation. Les experts ont vraiment la gentillesse d'être attentifs à ce que vous écrivez dans le forum, aux messages qu'ils reçoivent à chaque fois que vous publiez des éléments dans le forum. Je crois qu'ils vous seront d'une très grande utilité par vos remarques pour vous aider à orienter les choses et pour que voilà, la simulation se déroule pour le mieux le moment venu. Donc, je vous invite, dans la mesure, évidemment, je sais que vous avez d'autres choses, d'autres contraintes, mais si possible, à ne pas contribuer dans le forum que, entre guillemets, la veille, ou dans les 2 derniers jours, mais si vous pouvez commencer un peu plus tôt, cela permettra d'avoir quelques échanges qui, je pense, vous aideront beaucoup pour la préparation. Voilà. Simplement, deuxième remarque avant de vous libérer, j'allais dire, et de lever cette séance. Jean-Paul Moirot, ici à côté de moi, qui est en train de nous filmer, dans le cadre du travail de recherche qu'il mène et qu'on mène d'une manière plus large au CDNT sur l'utilisation des mondes virtuels, on s'interroge et on travaille également sur l'environnement physique dans lequel les utilisateurs des mondes virtuels se trouvent au moment des simulations. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on aimerait connaître l'endroit où vous vous trouvez en ce moment pour participer à cette simulation.
et on vous sollicite donc pour nous faire parvenir une photo du lieu où vous vous trouvez, du lieu où vous vous connectez. Alors, je ne vous demande pas de faire une photo panoramique de tout votre appartement, hein, mais simplement, voilà, qu'on se rende compte, là je l'ai fait, j'ai envoyé la photo à Jean-Paul Moirot, savoir si vous êtes connecté en ce moment sur votre bureau, si vous êtes connecté sur votre table de cuisine, si vous êtes connecté sur votre lit, voilà, donc vous voyez, vous êtes libre du cadrage que vous donnez, mais ce serait sympathique si vous pouviez faire cette photo et puis vous nous l'envoyez, vous pouvez me l'envoyer par mail ou l'envoyer directement à Jean-Paul Moirot si vous avez son adresse mail, mais sinon je la ferai suivre. Voilà. Toutes et tous, les experts aussi d'ailleurs, hein, peuvent photographier leur environnement et nous le faire parvenir. Voilà, merci pour votre collaboration. Sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je vous remercie tous, vous souhaite une bonne soirée et vous dis donc à la prochaine fois.